Désigné le Catholicos d'Arménie? Il est désigné par un collège des prélats. Donc à la mort d'un catholicos, il y a un collège de prélats qui choisit, qui vote pour. Bon, en général, il y a 2-3 candidats. Il est coopté par les prélats, par le collège, ça c'est clair. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. C'est parce que vous avez été très clair. Alors, donc, Bernard demande quelles sont les grandes communautés arméniennes dans le monde en 2020. À l'heure actuelle, disons, grosso modo, trois grands foyers. L'un au Proche-Orient, parce que là, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour insister là-dessus, on fait beaucoup trop du génocide un problème de religieux entre chrétiens et musulmans. Or, la meilleure preuve que ce n'est pas le cas, c'est que les Arméniens ont été accueillis à bras ouverts dans les pays arabes, en Syrie et au Liban. Et ils continuent à y vivre. Et ils s'entendent très bien avec la population locale. Donc, alors, un premier foyer, donc, c'est le Proche-Orient, Syrie-Liban. C'est un foyer historique. Un deuxième, c'est la France. Alors, pourquoi la France? Ça, c'est des restes de la Première Guerre mondiale. Il y a eu le génocide. Le génocide a fait des centaines de milliers d'orphelins, de gens qui étaient sur les routes et tout. D'un autre côté, la France a perdu à peu près 1 million de morts à la Première Guerre mondiale. Elle avait besoin de main-d'œuvre. Et ça se complétait très bien. Les Arméniens sont venus prendre la place des victimes de la guerre, de la Grande Guerre. Et c'est pour ça, par hasard, d'ailleurs, ils arrivaient, débarquaient à Marseille, ils remontaient la vallée du Rhône, et certains continuent jusqu'à Paris. C'est pour ça que les grandes communautés arméniennes en France, c'est Marseille, Lyon, Valence, etc., etc. Donc la France est un deuxième point très important. Et le troisième, c'est les États-Unis. Pourquoi? Ça, c'est l'attrait des États-Unis, un peu pour tout le monde, et surtout en Californie. Il y a, en Californie, il y a, à Los Angeles, il y a une très importante communauté. Il y a même un quartier de Los Angeles qui s'appelle Glendale, qui est un quartier presque arménien. Il y a une chaire d'arménien à l'université. Moi, je suis allé souvent faire des conférences. Là. Et donc, il y a une très forte communauté arménienne, un peu partout aux États-Unis, mais surtout en Californie. Il y a même dans ce village de Glendale, il y a une petite colline qui est pratiquement entièrement habitée par les Arméniens. Et de même que le Karabakh, le mot officiel russe, c'est le Nagorno-Karabakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh. Et cette colline, côté Glendale, on l'appelle Nagorno-Glendale. Alors, du coup, vous êtes très nombreux à poser des questions maintenant, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, on va un peu il y a pas mal de questions sur le soutien des Arméniens sur la scène internationale. Une question également sur les liens entre les Arméniens et la Géorgie. Oui, là, avec la Géorgie, c'est des chrétiens aussi, évidemment, les Géorgiens, mais eux, ils sont revenus, disons, dans le giron chalcédonien. Donc, c'est pas les mêmes, ils sont pas non chalcédoniens comme les Arméniens. Et puis, c'est toujours pareil, c'est des voisins, il y a toujours de rivalité. Donc, il n'y a pas d'inimitié, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de ceci, mais il y a une rivalité et un manque surtout de solidarité. On l'a bien vu, là, par exemple, récemment, il n'y avait aucune solidarité des Géorgiens pour les massacres d'Arménie. Donc, c'est un peu des frères ennemis, si vous voulez. Non, pas vraiment ennemis, mais des frères, mais pas très chaleureux, quoi, entre eux. Il y a un contentieux, quoi, disons. Et en particulier, il y a aussi, là, il n'y a pas de revendication territoriale, mais il y a 2 districts en Géorgie, Akhalsra et Akhalkalak, qui sont à plus de 3/4 arméniens. Alors évidemment, ça pose des problèmes, ils sont frontaliers avec l'Arménie, mais ils sont en Géorgie.
C'est un peu comme l'histoire de l'Artsakh, avec l'Azerbaïdjan. Sauf que quand même, la Géorgie, c'est pas l'Azerbaïdjan. Ils vont pas les massacrer. Ça, non. Et je pense qu'on peut finir sur justement une question sur l'Azerbaïdjan avant d'écouter le témoignage d'Églantine. Alors, je ne retrouve plus la question. Je pense que c'était sur depuis quand on peut parler d'Azérie et d'Azerbaïdjan. C'est ça. Quand peut-on parler d'Azérie et d'Azerbaïdjan? Alors, ça, c'est très important historiquement. D'abord, d'où vient le mot Azerbaïdjan? En fait, ben, ça remonte à Alexandre le Grand, comme le royaume d'Arménie. Parce que y a Alexandre le Grand, dans son expédition, il est passé en Iran, et au nord de l'Iran actuel, il a un général qui s'appelait Atropatès, qui a fondé un royaume, sous son nom, Atropatène. Et c'est ce mot d'Atropatène, donc dans le nord de l'Iran actuel, hein, qui a été, ce mot Atropatène, qui a été arabisé, puis turquisé, et devenu Azerbaïdjan. Mais c'est le mot Atropatène. Mais je dis bien au sud de l'Arax, c'est-à-dire au nord de l'Iran actuel. Et effectivement, la région nord de l'Iran actuel, autour de la ville de Tabriz, s'appelle l'Atropatène, ou l'Azerbaïdjan. Quand il y a eu la chute de la Russie, disons, la fondation de l'Union soviétique, eh bien, les trois peuples, après la chute de la Russie, disons, entre la chute de la Russie et la création de l'Union soviétique, disons, grosso modo, la Transcaucasie, c'est-à-dire au sud du Caucase, la Russie ne tenait plus, jusqu'à la mainmise soviétique en 21. Et ces trois peuples, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie et pas Azerbaïdjan. Le troisième peuple s'appelait les Tatars du Caucase. Ces trois peuples ont fondé trois républiques, la République de Géorgie, la République d'Arménie, et les Tatars du Caucase ont usurpé le mot d'Azerbaïdjan, qui était en fait au nord de la première carte, qui était en fait au nord de la si vous voulez ici, voilà, vous voyez le fleuve, on voit le fleuve d'Arax là. Eh bien, l'Azerbaïdjan, jusqu'en 1920, c'est au sud de l'Arax. Au nord, vous voyez, il y a eu le Bakou et tout, c'était les Tatars du Caucase. Ils ont usurpé le terme Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, à l'époque, le gouvernement d'Iran a protesté en disant qu'il ne reconnaît pas le terme d'Azerbaïdjan pour cette entité territoriale. Bon. Alors, donc voilà. Bon, maintenant, évidemment, c'est devenu le. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la population d'Azerbaïdjan, c'est des Turcs. Bon, à la différence des Turcs de Turquie, c'est des Turcs chiites, mais c'est quand même une population turque. Et donc, il y a cette grande tendance, donc, disons, entre guillemets, à terminer le génocide, quoi. Et du coup, l'Arménie est enclavée entre deux régions turques, quoi. La République de Turquie d'un côté et la République d'Azerbaïdjan de l'autre. Donc, c'est ça tout l'enjeu actuel, quoi. Alors, je voudrais aussi en profiter pour dire que il y a. Oui, pardon. Dernière, oui. En profiter pour dire que voilà. Tout récemment, Erdogan, qui est allé assister à la parade militaire de l'Azerbaïdjan pour la victoire, eh bien, a évoqué, en le glorifiant, le nom d'Enver Pacha. Qui est Enver Pacha? C'est l'un des deux responsables du génocide des Arméniens. Eh bien, l'autre s'appelait Talat Pacha, ministre de la guerre, et Enver Pacha, Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, et Enver Pacha, ministre de la guerre. Eh bien, les deux ont leur mausolée qui domine le Bosphore, dans un jardin qui s'appelle d'ailleurs la colline de la Liberté. Imaginez les statues de Göring et Himmler dans un parc à Berlin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, vous voyez, voilà, donc Talat Pacha, oui, et à côté. Et Talat Pacha a été, parce que Talat Pacha a été tué à Berlin par un Arménien, un vengeur arménien. Et il l'a tué en pleine rue à Berlin, et, alors que c'est un crime dans la rue, quoi, si vous voulez.
eh bien, il a été acquitté au procès. Il a été acquitté devant la quantité des charges qu'il y avait sur Talat Pacha. Il a été acquitté. En 1943, pendant la guerre, les Turcs, qui étaient avaient remonté avec les nazis, ont demandé aux nazis la restitution des cendres de Talat Pacha. C'est ce qui a été fait, et il a été enterré ici, son mausolée. Et alors, pied de nez cette fois-ci à l'Occident, en 96, tout récemment, Enver Pacha, lui, a été tué en Asie centrale, indépendant des Arméniens, en combattant l'armée rouge. Je crois que c'est au Tadjikistan, enfin une des républiques d'Asie centrale, je ne sais pas si c'est Tadjikistan ou quoi. Enfin, où. Eh bien, en 96, les Turcs ont demandé à cette république d'Asie centrale la restitution des corps d'Enver Pacha, et ils l'ont enterré en grande pompe sur la colline de la Liberté. Qui a protesté? Personne. Personne. Je vous dis, on enterrerait Göring maintenant dans un parc à Berlin. Personne. C'est absolument ahurissant. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci à toutes vos questions. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Églantine. Donc, Églantine, si tu peux mettre ta vidéo. Voilà, donc Églantine, chargée de mission pour l'œuvre d'Orient, qui a passé une dizaine de jours en Arménie, qui va vous présenter un petit peu voilà, ce qu'elle a vécu, qui sera suivi d'un court témoignage de Vincent Caillol également. Et puis ensuite, on aura une dizaine de minutes pour les questions. Donc, c'est à toi, Églantine. Alors, bonsoir à tous. J'espère que je ne vous frustre pas trop de ne pas pouvoir poser toutes vos questions, que je vois, il y en a à peu près 80 en attente au professeur. Alors, puis c'est un peu, voilà, vous êtes environ 480 participants, ce qui est un peu impressionnant, même si je ne vois personne. Donc, moi, je vais vous parler de ce séjour en Arménie que j'ai effectué tout début novembre, à la demande de Monseigneur Golnisch. Donc, c'était un mois après le début de la guerre qui a eu lieu, qui a démarré le 27 septembre. Et l'idée de ce séjour, c'était de faire un peu un état des lieux, voir ce qui se passait vraiment. Enfin, moi, personnellement, déjà, j'avais une idée assez floue de ce qui se passait en Arménie et au Karabakh. Et aussi d'apporter un soutien, une amitié aux communautés qu'on aidait déjà sur place, notamment les communautés catholiques, essentiellement à Goumri. Donc, je me suis rendue à Goumri, donc qui est au nord-ouest du pays, très près de la Turquie. Et là, j'ai rencontré énormément de personnes déplacées, essentiellement, ou presque essentiellement, oui, des femmes accompagnées de leurs enfants, qui avaient fui souvent tout début octobre le Haut-Karabakh, soit à la demande de l'État, soit suite à la destruction de leur maison. Donc, c'était des personnes qui étaient complètement déboussolées, comme vous pouvez l'imaginer, après avoir dû tout quitter du jour au lendemain, parfois en pleine nuit, sans avoir même eu le temps de prendre ni leurs papiers, ni même des vêtements chauds, parce que c'était au début de l'automne qui arrivait. Et tous les hommes étaient au front, donc les hommes qui étaient du Haut-Karabakh. Et donc, c'était une ambiance un peu assez tragique et assez paradoxale, je dirais. D'une part, parce que ces femmes qui étaient à la fois épouses et mères de ces soldats, qui étaient de très jeunes soldats, et la plupart des morts ont entre 18 et 24 ans, étaient suspendues au téléphone, évidemment, à attendre chaque jour le coup de fil de leur mari ou de leur fils. Et donc, elles n'étaient pas toute la journée au téléphone, mais elles étaient toute la journée à attendre ce coup de téléphone qui arrivait ou n'arrivait pas, donc renforcer l'angoisse. Et quand il arrivait, parfois, c'était pour de très mauvaises nouvelles, de décès dans le pire des cas, et soit des nouvelles que l'homme en question avait été très grièvement blessé, parce que les blessures qui ont été infligées pendant cette guerre sont assez atroces. Et en même temps, il y avait une espèce d'effort de guerre collectif, c'est-à-dire qu'on sentait que tout le pays était concentré sur le fait de gagner cette guerre. Et donc, on pouvait voir un peu dans tous les endroits des gens qui cousaient des bonnets, des gants, des toiles de camouflage pour les soldats. Et il y a eu cette solidarité arménienne envers ces déplacés
qui fait que sur les 90 000 personnes qui ont été déplacées du Haut-Karabakh, sur une population de 150 000, aucune ne s'est retrouvée à la rue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu des solutions, soit des solutions apportées par chaque gouvernorat en Arménie, qui ont fait qui ont abrité les gens, hébergé les gens dans des bâtiments publics désaffectés ou non, dans les écoles, dans les communautés religieuses et et tous les hôtels, ce qui est assez notable, tous les hôtels ont ouvert leurs portes gratuitement à ces déplacés. Et il y a une solidarité un peu, enfin pas un peu, collective qui s'est mise en place pour assurer, pour que ces gens mangent et puis puissent se vêtir, parce qu'ils étaient, comme je l'ai dit, ils étaient partis sans rien. Voilà. Et donc, c'est à la fois cet instant tragique et cet espoir collectif que cette guerre pouvait être gagnée avec une sorte de fierté envers les soldats et même une fierté parfois tragique, évidemment, envers ces jeunes soldats morts sur le front. Et moi, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est le cimetière de Goumri. Donc, Goumri est la deuxième ville du pays qui a subi un terrible tremblement de terre en 1988 qui avait fait entre 20 et 30 000 morts. Et donc, il y a déjà un cimetière qui est immense. Mais ce cimetière n'avait pas assez de place pour recevoir les corps des soldats. Et donc, les tombes fraîches étaient sur les bords des routes. Et souvent aussi dans la plupart, beaucoup des villages que j'ai traversés, il y avait des banderoles noires avec le nom des soldats écrits en arménien et leur âge. Et donc c'était voilà, c'est juste. Moi, je suis partie le lendemain du cessez-le-feu qui a eu lieu donc la nuit du 10 décembre, et j'étais retournée à Erevan à ce moment-là, et en pleine nuit, il y a eu une explosion de klaxons, de cris, et moi j'ai pensé que c'était la fin de la guerre et que peut-être ils avaient gagné, enfin voilà, un demi-sommeil. Et puis finalement, le lendemain, en allant me balader dans les rues, j'ai compris ce qui s'était passé, donc ce cessez-le-feu avait été signé, et là il y a eu comme une sorte d'hébétude. C'est-à-dire que les personnes que j'ai pu rencontrer n'y croyaient pas, déjà parce qu'ils avaient l'impression que cette guerre pouvait être gagnée, alors qu'objectivement, à peu près tout le monde savait que ce n'était pas possible. Et ils ont eu l'impression d'être un peu trahis par leur gouvernement, de leur avoir fait croire que cette guerre était gagnable, pardon, je ne sais pas si ça se dit, et surtout que leurs enfants étaient morts pour rien. Et donc là, moi, j'ai senti énormément d'amertume à ce moment-là. Et alors après, je sais que maintenant, beaucoup de personnes sont rentrées chez elles ou essayent de le faire, et que la situation a beaucoup changé, mais M. Vincent Caillol vous en parlera mieux, puisqu'il a pu se rendre également au Karabakh. Moi, je ne pouvais pas parce que c'était encore en pleine guerre. Et après, pour nous, enfin, sur ce que fait l'œuvre d'Orient, je pense que Vincent vous en parlera plus. Moi, il y a des choses qui m'ont marquée, notamment ce témoignage d'une mère de famille qui disait, en fait, il y avait évidemment beaucoup de haine, et puis enfin, quand on est en guerre, l'ennemi est un peu indéfini, et donc il y avait une grosse colère envers ces Turcs, comme ils les appelaient, même si c'était les Azerbaïdjanais, qui avaient lancé les hostilités. Et il y a une dame qui m'a dit, et ça a été c'était partagé par les femmes qui étaient autour d'elle, elle me dit, mais vous savez, nous, évidemment, on veut gagner, on sait on est les Azéris, les Azerbaïdjanais sont nos ennemis, mais on pense aussi à ces mères azéris de l'autre côté, qui sont en train de vivre les mêmes choses que nous, et qui souffrent, et on prie pour elles. Et nous sommes sûrs qu'elles font pareil de leur côté aussi. Et j'ai trouvé qu'avoir cette force-là de penser aux mères de l'autre côté, qui étaient dans la même situation qu'elles, c'était un très beau mouvement. Et après, pour finir sur une note un peu plus moins tragique, je dirais, donc comme vous le savez, il y a très peu de catholiques en Arménie, ils sont essentiellement apostoliques. Et donc, nous, avec l'œuvre d'Orient, traditionnellement, on aide donc ces communautés catholiques. Et je me suis rendue chez les sœurs de l'Immaculée Conception, qui avaient ouvert leur camp de vacances pour accueillir tous ces réfugiés. Donc, il y avait une centaine de déplacés qui se trouvaient là.
Et alors, ce qui était assez... ils sont arrivés là un peu spontanément, et donc elles nous ont accueillis, et donc c'était des religieuses en habit, avec enfin, le voile d'une manière, des religieuses un peu classiques, quoi. Mais pour ces personnes du Haut-Karabakh, ils n'avaient jamais vu de religieuses en habit comme cela. Et donc, leur premier mouvement, après le fait d'être rassurés de rentrer dans un endroit qui pouvait les accueillir, ça a été de leur poser une question en demandant si elles faisaient partie d'une secte, si elles enlevaient leur déguisement pour dormir. Enfin, il y a eu plein de questions complètement farfelues à leur sujet. Et je pense que les relations entre les apostoliques et les catholiques sont, je dirais, bonnes au niveau des personnes, plus compliquées au niveau du clergé. Mais je pense que du coup, pour ces gens du Haut-Karabakh, ça a été une manière tragique, certes, de découvrir cette communauté catholique avec des sœurs qui portaient à bout de bras et ben, ces 100 personnes qui arrivaient complètement désemparées et ne sachant quel serait leur avenir à court terme. Voilà, je ne suis pas trop longue parce que je crois qu'on est un peu en retard, donc je vais laisser la parole à Vincent. Merci Églantine. Alors, donc Vincent va pouvoir activer sa vidéo pour compléter son témoignage et puis vous pouvez ensuite poser quelques questions. Bonjour Vincent. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais compléter le témoignage d'Églantine pour me concentrer peut-être effectivement sur le Haut-Karabakh, où je me suis rendu à la demande de Monseigneur Golnisch, après avoir été voir les autorités à Erevan, le nonce, l'ambassadeur de France. Évidemment, on pouvait se rendre au Haut-Karabakh à ce moment-là, puisqu'effectivement, comme l'a dit Églantine, le cessez-le-feu était prononcé. Pour se rendre au Karabakh, eh bien, on se rend dans une ville qui s'appelle Goris, une ville qui est très perturbée par le nombre de réfugiés qui s'y trouvent. J'ai passé la veille avec la maire de cette ville et j'ai été visiter des logements, des écoles maternelles occupées par des familles de réfugiés, dans les hôtels aussi dont parlait Églantine. Et c'est très touchant, on voit que tout le monde est mobilisé. Il y avait des familles qui dormaient dans des classes d'écoles maternelles qui étaient obligées de joindre les petits lits d'enfants pour pouvoir faire dormir des adultes dedans. C'est à partir de ce point de départ, je suis parti le lendemain matin de nuit pour prendre une voiture pour emprunter le fameux corridor de Lachin, qui est cette petite route qui serpente dans la montagne et qui rejoint la République d'Arménie au Karabakh. Donc, on passe les checkpoints russes. La route est sécurisée par les forces armées russes. Et voilà, on serpente dans la montagne. C'est très escarpé et sous la neige. Et au moment d'arriver au Haut-Karabakh, il y a vraiment quelque chose de très touchant, c'est que vous longez la fameuse ville de Chouchi, qui a été l'objet de durs combats et perdue par les forces arméniennes. Cette ville a été conquise par les forces azerbaïdjanaises, et quand vous passez devant, vous passez à quelques mètres de l'entrée de la ville de Chouchi, et vous avez les grands drapeaux de l'Azerbaïdjan, et les Azéris passent de la musique très très forte, de la musique turque, pour narguer les Arméniens qui ont perdu cette ville très symbolique et très stratégique puisqu'elle domine la capitale Stepanakert. Alors, la Stepanakert est une ville qui peut être un peu surprenante au départ, puisqu'en fait, elle fait assez proprette. Je suis arrivé au petit matin, vous voyez des gens qui allaient au bureau, donc on s'est dit, tiens, finalement, on arrive dans un endroit normal. Évidemment, en creusant un peu, vous voyez que les infrastructures ont été détruites, hein, le centrales téléphoniques, tout ce qui est autour de l'Internet, les centrales électriques, et puis il y a des quartiers qui ont été ravagés et bombardés par les forces de l'Azerbaïdjan. Alors, j'ai rencontré, ce voyage avait été organisé par les autorités du Haut-Karabakh, donc j'ai rencontré des ministres, hein, des jeunes femmes très dynamiques, hein, la ministre de l'Éducation, la ministre des Affaires sociales. Bon, vous imaginez, elles étaient quand même très occupées dans ces moments, mais elles ont pris le temps d'échanger avec moi. Elles ont évidemment beaucoup été touchées par les visites de Français, de catholiques français, et on a pu échanger sur les différents projets que nous pouvons mener pour venir au secours des populations du Karabakh. J'ai pu rencontrer aussi des autorités religieuses, hein. J'ai rencontré l'archevêque de Stepanakert, avec qui j'ai pu me rendre d'ailleurs au monastère de Gandzasar, qui était évoqué tout à l'heure par le professeur Mutafian, qui est un endroit mythique de
l'Arménie, de la culture et de la religion arménienne. Et j'ai pu rencontrer aussi deux personnages importants qui étaient l'ancien curé de Chouchi, qui a perdu sa ville, ainsi que l'ancien curé de Hadrout, qui pense que son église est déjà... on a déjà retiré les ornements et puis les objets religieux de son église, et il craint fort pour son église et pour le patrimoine religieux de sa ville de Hadrout. Voilà. Alors, quelles sont les réactions de ces gens? Alors, il y a à la fois de la bienveillance parce qu'ils sont contents de voir des Français venir leur rendre visite, leur apporter du réconfort. Ils ne sont pas si nombreux. Et puis, il y a de la colère. Hein. L'archevêque de Stepanakert, l'archevêque apostolique, m'a reçu de manière extrêmement fraîche en me disant que les Français et les Occidentaux les avaient abandonnés. Et puis, il a été assez convaincu du rôle de l'œuvre d'Orient. Hein. L'œuvre d'Orient, plus de 160 ans à côté des Arméniens, avec Monseigneur Charmétan, le prédécesseur de Monseigneur Gollnisch, qui avait été certainement une des voix les plus efficaces pour dénoncer le génocide de 1915. Et finalement, nous sommes devenus proches, et c'est à cette occasion-là qu'il m'a invité, avec les deux curés en question, qui ont perdu leur paroisse, à me rendre dans ce monastère qui est à une centaine de kilomètres au nord de Stepanakert. Alors, ce qui est touchant pour l'anecdote, mais ce n'est pas tout à fait une anecdote, c'est que quand on se promène dans le centre de Stepanakert, il y a un magnifique centre culturel français, et que la langue française est obligatoire dans l'enseignement secondaire. Donc, il y a une forte présence francophone, avec des personnes qui vous abordent dans la rue en langue française dans ce petit pays du Haut-Karabakh. Alors, évidemment, l'objet de cette rencontre, c'était de voir en quoi l'œuvre d'Orient pouvait être utile à l'Arménie, et en particulier aux habitants de cette région. Alors, évidemment que rapidement, il y a deux alternatives. Soit vous aidez les gens du Haut-Karabakh qui sont réfugiés en Arménie, en République d'Arménie, soit plutôt vous encouragez les gens à rester sur leur terre et puis à se réinstaller. Donc, Églantine, tout à l'heure, a parlé de 80 000 réfugiés, en effet, qui sont partis. Et les chiffres sont évalués aujourd'hui entre 30 et 50 000 personnes qui retournent au Karabakh. Ça veut dire qu'ils sont attachés à leur terre. Mais pour ça, évidemment, il faut les aider, il faut leur donner des gages. Donc, bien sûr, en rendant visite sur place, ce qui signifie que finalement, on ne va pas les abandonner. Et il faut soutenir les autorités dans le travail de reconstruction, dans le travail humanitaire au jour le jour. Et j'ai rencontré donc des organisations qui peuvent œuvrer dans ce sens, et je proposerai à Monseigneur Gollnisch et au conseil d'administration de l'œuvre d'Orient d'aller dans ce sens pour soutenir ces organisations. Il y a deux points importants qu'il faut souligner. C'est évidemment une très grande crainte pour le patrimoine, puisque ça a été souligné, malheureusement, les ennemis de l'Arménie ont tendance à vouloir détruire jusqu'au fondement toute trace de présence arménienne. Ça a été fait au Nakhitchevan, et ils le redoutent énormément pour les territoires perdus récemment. Donc, beaucoup de gens me disent, écoutez, il faut absolument être très attentif à ce point-là. L'ambassadeur de France me disait qu'il n'était pas aussi alerté que ça, parce qu'il y a quand même des initiatives françaises d'ailleurs. Hein. Vous avez la société Iconem qui a fait toute une répertoriation du patrimoine juste avant sa cession aux autorités de l'Azerbaïdjan. Vous avez une fondation française qui s'appelle Alif qui suit ça de près, et puis vous avez l'UNESCO. L'UNESCO ayant l'inconvénient d'être une société assez bureaucratique, une organisation assez bureaucratique et pas très rapide, mais qui peut pénétrer sur les territoires de l'Azerbaïdjan, puisque c'est une organisation internationale reconnue par la République d'Azerbaïdjan. Donc, on a bon espoir qu'un jour, l'UNESCO pourra pénétrer dans les territoires occupés aujourd'hui par l'Azerbaïdjan et y suivre de près le patrimoine des Arméniens. Et puis, un dernier point, c'est une très grande inquiétude sur les prisonniers. Il y a des centaines de prisonniers qui sont aux mains des Azéris, et c'est un peu la double douleur après les pertes humaines très, très nombreuses et jeunes subies par le peuple arménien. Il y a cette angoisse pour ces jeunes gens dont ils n'ont aucune nouvelle. Il y a des centaines de prisonniers pour lesquels on ne sait pas s'ils sont vivants depuis maintenant plusieurs semaines.
et beaucoup d'Arméniens s'inquiètent pour eux, nous demandent de pouvoir faire ce que l'on peut pour avoir des nouvelles fraîches. Ce n'est pas forcément l'œuvre d'Orient qui pourra le faire de la manière la plus efficace, mais elle peut bien sûr saisir les autorités françaises, internationales, la Croix-Rouge internationale, pour avoir nouvelle de ces prisonniers. Voilà, c'était un court témoignage de ce séjour au Haut-Karabakh, et avec Églantine, nous sommes à l'écoute de vos questions. Alors, au niveau des questions, donc il y en a deux actuellement, enfin qu'on a pu identifier. Donc Magali qui demande dans quelle langue vous communiquez. Et puis Hélène qui demande après le Haut-Karabakh, les Azerbaïdjanais pourraient-ils vouloir s'étendre en voulant s'approprier d'autres territoires de l'Arménie? Et pour la langue, alors même si c'est un peu anecdotique, Vincent, tu auras ta propre réponse peut-être. Moi, pour ma part, je communiquais en français avec ceux qui parlaient français, en anglais avec ceux qui parlaient un peu anglais, et parfois un peu un mélange de tout, c'est-à-dire un peu d'italien. Et parfois, il y avait des religieuses qui étaient arméniennes d'origine libanaise, donc qui parlaient arabe, et donc parlaient arabe. Donc c'était une espèce de mix. C'était pas le plus pratique, mais au final, on arrive à se comprendre. Et surtout, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une psychologue française bilingue qui m'a traduit tous les échanges avec les personnes déplacées. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pu comprendre de près ce que voulaient me dire les gens. Même réponse pour moi. Pour la deuxième question, est-ce que l'un de vous veut répondre en particulier? Pardon, c'est sur les territoires qui pourraient être pris? Pour être repris par l'Azerbaïdjan après le Haut-Karabakh. Oui, alors, si on veut rentrer un peu dans le détail, le Haut-Karabakh était séparé du territoire de la République d'Arménie par des territoires qui étaient toutefois occupés depuis 30 ans par l'Arménie. Donc ces territoires sont officiellement rétrocédés, c'est le langage officiel, à l'Azerbaïdjan, en dehors du petit corridor de la Chine que j'ai emprunté pour y aller. Donc là-dessus, on peut dire que c'est déjà acté. Ce qui reste à discuter, ce sont les parties au Karabakh proprement dit, surtout le sud, qui l'Azerbaïdjan récupère l'intégralité du Haut-Karabakh, ce qui, d'un point de vue du droit international, est justifiable, puisque c'était autrefois, du temps des Soviétiques, partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Donc, il est probable que l'on puisse penser que l'Azerbaïdjan ait un désir de récupérer l'intégralité du Haut-Karabakh. Merci Vincent. Merci beaucoup Églantine. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va... Alors, il y a peut-être une dernière question et puis ensuite on va pouvoir clôturer. Peut-on avoir une vue sur les villes prises par l'Azerbaïdjan actuellement, notamment au niveau du sort réservé au patrimoine arménien? Oui. Alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'intégralité de la population de ces régions du Haut-Karabakh a été vidée. Il n'y a plus un seul habitant. Ça veut dire qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de témoins pour savoir ce qui se passe. Bon, toutefois, on a quand même des moyens de vérifier à travers un certain nombre de systèmes de technologie ce qui se passe actuellement sur le patrimoine arménien de ces provinces perdues du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations comme quoi ils sont en train de détruire. Voilà. Alors, on peut aussi penser que c'est une manière finalement assez subtile de ne pas attirer l'inimitié de la communauté internationale en étant un peu trop primaire sur le patrimoine arménien de ces régions et d'attirer le courroux. Voilà, ce qu'on pense plutôt, c'est que patiemment, comme ça a été fait au Nakhitchevan, il est possible que les Azéris, petit à petit, convertissent les églises et petit à petit
les transforme en autre chose et se débarrasse du reste du patrimoine. Enfin, ce n'est pas aujourd'hui un mouvement brutal. Merci Vincent, merci Églantine. Alors, je crois que Monseigneur veut dire quelque chose. Oui, très vite, mais en voyant quelques questions, je voudrais rappeler que le pape François est allé en Arménie, qu'il a rencontré le Catholicos, qu'il y a effectivement quelques catholiques, mais peu nombreux. Il y a un évêque à Yerevan, comme cela a été dit, et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Arméniens protestants, y compris en France d'ailleurs. Hein. Mais évidemment, la très grosse majorité et la quasi-totalité, quasi-totalité au Karabakh sont donc des Arméniens apostoliques. Et que la question, puisque ça a été demandé, non, la question de Chalcédoine et la question monophysite n'est plus un vrai problème. Il y a eu les explications théologiques voulues et on a essayé de dépasser cette discorde. Donc, ce n'est plus aujourd'hui une querelle. Maintenant, après ça, il y a d'autres questions, comme par exemple la manière dont le pape conçoit son ministère universel, etc. Mais les questions du IVe siècle et du Ve siècle sont dépassées. Éphèse et Chalcédoine, tout ça, ça a été dépassé. Voilà. Pour les catholiques. Merci, Monseigneur. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Donc, à Monsieur Moutafian, Monseigneur Goniche, Églantine, Vincent. Merci à vous tous d'avoir été présents. Donc, on était 470 ce soir, donc c'est vraiment très nombreux. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que la conférence vous a plu. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'Arménie et puis si vous voulez soutenir l'œuvre d'Orient également, vous pouvez aller sur notre site, donc œuvre-orient.fr. Et puis, vous pouvez également aller faire un tour sur la boutique en ligne de l'œuvre d'Orient, où très prochainement, nous aurons des objets d'artisanat arménien. Et sur nos réseaux sociaux. Et sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, restez connectés. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci. Au revoir.